À la une de l'actualité, sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO, le Burkina Faso compte 3 sites, des sites qui pourraient passer à 4, avec la cour royale de Tiébélé, une belle représentation du pays à l'UNESCO. Malheureusement, sur les 3 sites déjà inscrits, aucun ne bénéficie d'un entretien digne de ce nom. Une situation que déplorent des spécialistes du patrimoine culturel que nous avons rencontrés. Vous les entendrez dans ce 13h. Et puis, l'entraîneur national Hubert Velud a dévoilé ce matin les 24 étalons qui affronteront les éperviers du Togo pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les 24 et 28 mars prochains. 2 nouvelles têtes font leur entrée dans l'équipe nationale. Toutes nos excuses pour ce faux départ, cette fois-ci est la bonne. Voilà donc pour l'essentiel des actualités de la mi-journée sur BF1. Ravi de vous retrouver. Santé pour ouvrir ce journal. Ils sont un maillon fort de la chaîne de soins primaires au Burkina Faso. Les agents de santé à base communautaire contribuent à la réduction de la mortalité et à la sensibilisation des populations sur les nouvelles approches pour maintenir leur santé. Estimés à près de 18 000 sur l'ensemble du territoire national, ils se sont réunis à la faveur du Forum des parties prenantes de la Task Force en santé communautaire. Objectif, partager leurs expériences et mutualiser leurs forces en vue de meilleurs résultats sur le terrain, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire. Une occasion également pour plaider auprès du ministère en charge de la Santé pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Maxime Ilboudou. C'est une première et le ministère en charge de la Santé l'a voulu inclusive. Ce forum qui réunit les acteurs de la santé communautaire examine les progrès réalisés en matière de soins primaires. L'objectif est d'améliorer la continuité des services de santé à base communautaire, surtout dans les zones fortement touchées par l'insécurité. La mortalité due aux maladies courantes et aux questions d'accès est réduite très sensiblement parce que les agents de santé communautaire peuvent mener les premiers soins, mener les soins de promotion, de sensibilisation aux populations. Ça leur permet de ne pas avoir des états graves de santé et d'aller forcément dans des formations sanitaires dans des situations difficiles. Donc les agents de santé à base communautaire prennent en charge le paludisme simple. Ils font la référence dans les formations sanitaires. Ils aident les femmes dans la planification familiale. À ce jour, les agents de santé à base communautaire sont estimés à près de 18 000. Il y a donc nécessité d'harmoniser les interventions sur le terrain et ce partage d'expérience se veut un cadre pour décrire les stratégies innovantes. Justement, à ce niveau, les acteurs prônent la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur. Les agents de santé à base communautaire et les équipes de volontaires que nous avons utilisent maintenant depuis au moins 2 ans. Et c'est vrai que nous essayons de passer à l'échelle pour couvrir tout le pays. Des tablettes, des téléphones qui sont paramétrés pour pouvoir collecter les informations, transmettre les informations, alerter, avoir des données pour pouvoir analyser et puis permettre aux décideurs de prendre des décisions. L'UNICEF, acteur majeur dans la promotion de la santé infantile, exhorte le ministère à professionnaliser le métier des agents de santé à base communautaire qui sont souvent des acteurs formés sur le tas. Nous voulons aussi plaider pour l'amélioration de la motivation des ASBC parce qu'ils travaillent dans des conditions vraiment difficiles. On a vu comment ils sont dévoués, ils sont engagés à assurer la continuité des soins dans ces zones-là, les zones à défi sécuritaire. À l'issue des 2 jours d'échange, les recommandations seront consignées dans un document pour orienter les décideurs. Le pays dispose déjà d'une stratégie nationale en santé communautaire. Elle met un point d'honneur sur la prévention. On en vient au grand format de ce 13h consacré à la problématique de l'entretien des biens burkinabés inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc W. Ali Pendjari, les ruines de l'Europénie et les sites de métallurgie ancienne du fer, ce sont les 3 sites présents sur la liste de l'UNESCO. À ces patrimoines culturels déjà inscrits, les autorités burkinabées souhaitent ajouter le palais royal de Tiébélé, une belle initiative, mais il faudra d'abord définir une stratégie d'entretien des 3 premiers sites car les uns sont infestés par les groupes armés terroristes et
et les autres sont dans un état de délabrement avancé. Inadmissible pour des spécialistes du patrimoine culturel que nous avons rencontrés. Ils interpellent donc l'État afin de changer la donne avant de penser à inscrire la cour royale de Tiébélé à l'UNESCO. Roméo Kuita. C'est une galerie d'art en plein air. Disposées les unes contre les autres, les cases offrent une architecture unique. La cour royale de Tiébélé représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain, au point où le gouvernement burkinabé souhaite l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La candidature a été officiellement annoncée le 15 février dernier au Conseil des ministres. Dr Lassina Semporé est maître de conférences en archéologie africaine à l'université Joseph Kizerbo et spécialiste du patrimoine culturel. Il nous parle de l'importance d'une telle initiative. L'UNESCO estime que ce bien culturel ou naturel-là est d'une telle importance qu'il ne doit pas disparaître. Qu'il faut que les générations qui vont venir puissent aussi le voir et être fiers de leurs ancêtres qui ont produit. Ça, c'est le premier objectif de l'inscription. L'autre intérêt de l'inscription est économique. Une fois sur la liste de l'UNESCO, le bien inscrit devrait avoir plus de visibilité. Mais pour que l'État en tire réellement profit, il faut en amont créer les conditions pour faciliter la fréquentation du site. Et c'est là où le Burkina Faso pêche, car le pays a déjà 3 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais les aménagements n'ont pas suivi. Il s'agit du parc W Arli Pendjari qu'il partage avec le Bénin et le Niger. Les sites de métallurgie ancienne du fer inscrits en 2019 et les ruines de l'Europénie inscrites en 2009. Depuis plus de 12 ans que le site est inscrit, l'État n'a pas une administration à l'Europénie. Il y a un seul agent qui est affecté depuis les 12 ans, un guide animateur, donc de niveau BEPC. C'est lui, par passion ou par d'autres raisons, qui est là-bas, qui est en même temps guide, conservateur, directeur général, muséologue, ainsi de suite. C'est le seul site au patrimoine mondial que je connais qui vit dans cette situation. Il en est de même pour les sites de métallurgie ancienne du fer, inscrits il y a seulement un peu plus de 3 ans, mais dont certains fourneaux se sont déjà totalement affaissés. Et si vous prenez le cas de Tiwega, près de Kaya, bon, ce site est détruit, il n'existe plus. Si on prend le cas de Douroula, qui est le site le plus ancien du Burkina, 8e siècle avant Jésus-Christ, rien n'est fait pour attirer des gens, pour le sécuriser davantage, etc. Le parc W Arli Pendjari, à cheval entre le Bénin et le Niger, lui est actuellement infesté par les groupes armés terroristes. Au moment où le Burkina Faso tente d'inscrire la cour royale de Tiébélé, aucun bien du pays figurant déjà sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO n'est convenablement géré. Et du coup, on se pose des questions. Faut-il inscrire pour que le monde entier sache qu'on a des biens du patrimoine mondial, ou bien faut-il mieux s'occuper de ce qui est inscrit avant de tenter d'autres inscriptions? La cour royale de Tiébélé est pour l'instant sur la liste indicative du patrimoine mondial depuis 2012. Il reste encore plusieurs étapes avant une éventuelle inscription définitive. Au total, 1157 biens figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Afrique est le continent le moins représenté, avec seulement 96 biens. Dans la suite de ce journal, pour une alimentation saine et équilibrée dans les cantines scolaires, l'ONG World Vision s'engage. Elle a offert à 3 établissements scolaires de la ville de Kupela des vivres et des ustensiles de cuisine. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des élèves des écoles bénéficiaires, conformément à la volonté du chef de l'État. On en sait davantage avec Maxime Ilboudo et Océane Dabouni. Des vivres et des ustensiles de cuisine offerts à 3 écoles de la ville de Kupela. Ce don servira à l'approvisionnement des cantines scolaires de ces établissements. C'est une initiative de l'ONG World Vision qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Nous avons le devoir de créer un environnement où chaque enfant aura la possibilité de profiter
d'un repas sain et nutritif par jour à l'école, favorisant ainsi la pleine réalisation de son potentiel humain. Nous nous tenons aux côtés du secrétaire permanent de cette initiative présidentielle pour la remise des kits aux cantines scolaires. Pour le secrétaire général de la primature, la dotation va contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants scolarisés dans ces écoles. C'est le lieu pour moi de réitérer, au nom des bénéficiaires, les remerciements du gouvernement burkinabé aux partenaires World Vision. Cela témoigne de votre engagement à œuvrer aux côtés de nos populations pour une alimentation saine et équilibrée dans les cantines scolaires. Nous osons croire à la naissance d'un long et fructueux partenariat pour tous en vue d'investir dans les programmes d'alimentation scolaire assurant au moins un repas équilibré par jour à chaque élève des écoles bénéficiaires. Ce don est d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de kits aux cantines scolaires s'est ponctuée par un repas communautaire. À Banfora, dans la région des Cascades, le balafon, cet instrument de musique, fait partie de la vie des habitants de cette ville. Pendant les événements heureux ou malheureux, les notes de balafon se font toujours entendre. Malheureusement, depuis quelques années, le balafon semble être délaissé afin donc de valoriser et susciter l'intérêt des jeunes pour cet instrument de musique traditionnel. La sœur Marguerite Soulama organise chaque année le festival régional du balafon, une messe qui réunit tous les amoureux du balafon dans la cité du paysan noir, occasion pour eux de découvrir ou de redécouvrir toutes les différentes sonorités du balafon. Ambiance du festival avec Wilfried Cédric Mabio. Comme enivré par les sonorités issues de son balafon, Assassi Emma se métamorphose à chaque fois qu'il est devant cet instrument de musique. Nous sommes à la messe régionale du balafon, le festival des balafons. Une messe pour ces balafonists initiée par la sœur Marguerite Soulama. Cette religieuse originaire de la ville de Niangoloko a grandi, bercée par le balafon. On avait constaté quand même un délaissement au niveau des jeunes, de la population aussi, pour le balafon. Et on avait vraiment des difficultés parce que chez nous, au Tcherla ici, tous les événements, que ce soit événements joyeux, malheureux ou que ce soit pour les cultures, il y a toujours le balafon qu'on retrouve. Et on réfléchit sur comment faire pour valoriser le balafon. Parce que petit à petit, c'est en train de mourir. C'est dans ce temple que se courtoient les différentes sonorités du balafon. Pour l'abbé Jean-Paul Barrault, le balafon est un instrument religieux qui mérite d'être valorisé davantage. Vouloir dire que le balafon est contre le christianisme, c'est peut-être ne pas connaître vraiment profondément la dimension anthropologique du balafon et donc la dimension à la fin religieuse également du balafon, parce que le balafon était d'abord un instrument religieux avant de devenir un instrument d'autre chose. Alors donc, ce n'est pas en contradiction avec la foi chrétienne, ce n'est pas en contradiction avec les usages. Maintenant, il est évident que dans la foi chrétienne, le balafon doit être intégré différemment que dans la culture traditionnelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Le festival du balafon est un spectacle gratuit. Il attend les bonnes volontés pour une meilleure valorisation de cet instrument de musique ancré dans plusieurs cultures.
Actualité hors de chez nous, fin de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Une visite dans 4 pays du continent qui vise à redéfinir la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Lors d'une conférence de presse commune, le locataire de l'Élysée s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, des échanges parfois houleux dans lesquels le président français a affirmé que la République du Congo ne devrait pas être, je cite, un butin de guerre, fin de citation. Il a aussi appelé le Congo et le Rwanda à prendre leurs responsabilités. Suivez. Le président français achevait samedi en RDC une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec l'Afrique. Les 2 dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse des propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui, en 2019, avait qualifié l'élection de Félix Tshisekedi de compromis à l'africaine. Si Emmanuel Macron a attribué l'erreur diplomatique de Jean-Yves Le Drian à la presse française, Tshisekedi a lui exprimé son désaccord. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, Emmanuel Macron a pointé du doigt les lacunes des autorités Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Un partenariat avec la France a par ailleurs été conclu ce samedi pour la cartographie et la gestion durable des ressources minières dont regorge le sous-sol congolais. Retour chez nous au Burkina Faso pour parler sport football avec le championnat national des universités. Une initiative qui vise à regrouper la jeunesse estudiantine autour des valeurs de paix et de cohésion sociale. Première du genre, il va réunir 32 équipes des universités et instituts de formation de la ville de Ouagadougou pour les phases éliminatoires. La compétition est prévue du 3 au 6 juin 2023 et déjà le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer les couleurs de l'événement. Amadou Diko y était pour le compte de BF1. Ouagadougou accueillera du 3 mai au 6 juin prochain la première édition du championnat des universités. Une compétition de football qui mettra en course les universités et instituts de formation supérieure de la ville. Les promoteurs entendent à travers ce projet rassembler la jeunesse estudiantine autour des valeurs comme la paix et la cohésion sociale. Il s'agira de faire de cette jeunesse estudiantine des ambassadeurs de la paix au regard du contexte actuel dans lequel se situe notre nation. L'objectif principal de cette initiative est de faire la promotion de la cohésion sociale, comme je le répète tout le temps, parce que c'est un sujet d'actualité. Voilà. Et auprès de cette jeunesse étudiantine à travers le football, car une jeunesse instruite et consciente est un maillon fort pour le développement de toute nation. Au total, 32 équipes seront retenues à l'issue des tirages au sort pour les matchs des phases éliminatoires. Les frais de participation à la compétition s'élèvent à 50 000 francs CFA. Les 50 000 francs, je rebondis également sur ce qu'elle a dit, vont permettre en fait de mettre en lumière toutes les universités participantes. Il ne s'agira pas juste de venir participer à une compétition de football, il s'agit de participer à une cause noble qui est la promotion de la cohésion sociale. Et la promotion de la cohésion sociale passe également par la promotion des universités qui seront participantes à cette activité. Plus de 2500 jeunes sont attendus pour cet événement qui se déroule sur un mois. L'ensemble des matchs se joueront sur les terrains de City Stade et Salitas. À l'issue du championnat, les 3 premières équipes seront primées. Chacune d'elles recevra 1 500 000 et 250 000 francs CFA.
Pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les étalons du Burkina Faso affrontent les éperviers du Togo les 24 et 28 mars 2023 au Maroc et au Togo. À quelques jours donc de ce grand choc, le sélectionneur national Hubert Velud a présenté ce matin même la liste des 24 étalons retenus. Pas de grands changements. On note néanmoins l'arrivée de 2 nouveaux étalons, Nassim Innocenti dans les rangs des défenseurs et Draman Kambou en milieu de terrain. Je vous propose d'entendre le sélectionneur national Hubert Velud. C'est bon. Allez, on commence. Donc le gardien de but, Hervé Kofi, Kylian Nikema, Hillel Konaté. Défenseur, Issa Kaboré, Steve Yago, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Adamou Nagalo, Abdul Razak Guiebré, Nassim Innocenti, Valentin Nouma. Milieu de terrain, Adama Guira, Trova Boni, Blati Touré, Gustavo Sangaré, Cédric Badolo, Aziz Ki, Draman Kambou. Attaquant, Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Dango Ouattara, Mamadi Bangré, Abdoul Fessal Tapsoba, Cyril Bayala. Voilà donc pour la liste des 24 étalons retenus pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants nationaux. On poursuit ce journal après sa sortie avec 7 joueurs contre l'AS Douane de la 22e journée. La SEC de Koudougou avait à cœur de se relancer à domicile contre Vitesse FC de Bobo-Dioulasso pour le compte de la 23e journée. Bourema Kaboré et ses hommes ont réussi leur pari en l'emportant sur le score d'1-0. Du côté de Vitesse, on dénonce une certaine injustice. Le résumé du match avec Madi Zongo et Abdou Razak Traoré. Une semaine après la sortie ratée contre l'AS Douane, la SEC de Koudougou avait une obligation de résultat face à Vitesse FC ce 4 mars sur le terrain du stade municipal. C'est tout à fait normal parce que on a traversé des difficultés et il fallait rebondir. Je pense qu'on a rebondi, on s'est vite ressaisi. Mais l'entraîneur des Guépards de Bobo-Dioulasso émet des réserves. Les commerçants de Koudougou ont débuté le match à 7 le 25 février face au Gabelou avant son arrêt 10 minutes plus tard. Pourquoi c'est pas aujourd'hui qu'ils ont joué à 7 et c'est la semaine passée qu'ils ont joué à 7? Non, on se pose cette question et on n'aura jamais la réponse. Je pense qu'il y a un peu de favoritisme. Même si ce n'est pas ça, c'est ce que nous on va penser. Je ne trouve pas ça normal. L'état du terrain ne permet pas un jeu élaboré. Les 22 acteurs se sont donc livrés à une rude bataille physique avec des contacts souvent violents. Les locaux vont faire la différence à la 76e minute sur une réalisation de Alassane Belem. Un but à 0. C'est le score final. Au coup de sifflet final, une chaude explication a eu lieu entre l'arbitre Eric Yameogo et le staff technique de Vitesse FC. Pour l'entraîneur de l'ASEC, cette victoire est un soulagement pour la famille jaune
et noir de Koudougou. Il fallait quand même donner un signe fort. Et Dieu merci, on a gagné ce soir. Vraiment, ça va soulager tout le groupe, ça va soulager les supporters de la scène de Koudougou, ça va soulager tout le monde. Et vraiment, je suis content pour mes garçons, ils se sont battus. Et c'est ce que je leur dis toujours, chacun est roi chez lui. On est sur notre terrain ici, personne ne doit nous dominer ici. Donc Dieu merci, on a eu 3 points, c'est bon à prendre. Et c'est bon pour la suite du championnat. Chez les Guépards, la pilule est difficile à avaler. Je ne parle pas de sanctionner la SEC ou quoi. Je ne sais pas, je ne cherche même pas à comprendre. Ce que je veux simplement dire, je dis c'est pas normal qu'on joue à 7, une semaine après, et on joue à 11 contre une autre équipe. Voilà, je me dis que ce n'est pas équitable pour toutes les 2 équipes. On n'a pas eu les mêmes conditions que Douane aujourd'hui. C'est ce que je voulais souligner. Si tu prends 90% des clubs, on a les mêmes problèmes. Même vitesse qui vous parle là, on a 1 mois d'arriéré. On a les mêmes problèmes. Mais moi, je me dis que si nous sommes dans le football, on doit s'encourager à aller faire ce travail. On fait notre travail et après, on réclame ce qu'on doit réclamer. Ou carrément, je ne fais pas de licence. Ou je me dis, je ne peux pas, je ne peux plus, moi j'arrête, je rentre à la maison, je peux comprendre. Avec 31 points, la SEC s'éloigne davantage de la zone de relégation. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Abdou Razak Traoré. Moi, je serai très ravie de vous retrouver demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.